Dire un mot de ce qui se passe du côté du remaniement pour commencer, Cyril Châtelain, puisqu'on a appris hier soir par lui-même que François Bayrou n'entrerait pas au gouvernement. Il acte un désaccord profond sur la politique à suivre. Est-ce que pour vous on est dans une querelle d'ego sans conséquence ou la majorité est fragilisée aujourd'hui? On l'avait dit en décembre, la loi immigration marquait la fin du en même temps. Je pense que c'est sa concrétisation. Donc oui, je pense que c'est profondément une querelle politique. La fin du en même temps, c'est-à-dire ça marque une droitisation pour vous? Bien sûr. On a Rachida Dati qui rentre au gouvernement, on a un gouvernement qui est extrêmement à droite, on a un Premier ministre qui fait une déclaration de politique générale qui finalement reprend quand même, par exemple sur l'éducation, un certain nombre de propositions, en tout cas de conception du Rassemblement national dans ses prises de position. On a un gouvernement qui a repris des propositions programmatiques du Rassemblement national et qui l'a mis dans le texte de loi immigration. Oui, c'est une droitisation, mais c'est même un glissement vers une droite radicale. Il a parlé d'humiliation, vous comprenez ce terme? Oui, je comprends ce terme, parce que non seulement on est finalement, pour moi, dans un gouvernement qui est incompétent. Ça fait 30 jours qu'on n'a pas de ministre du logement, alors qu'on a une crise sans précédent, on a un effondrement de la construction, on a des personnes qui n'arrivent même plus à louer, on a 8000 personnes qui, chaque soir, n'ont pas de réponse du 115, on n'a pas de ministre du logement. Il y a Christophe Béchu qui a le logement sous sa responsabilité. Je sais qu'ils ont une espèce d'idée qu'il y a des surhommes qui peuvent tout faire. En fait, la question, c'est est-ce que les syndicats, est-ce que les associations, est-ce que les acteurs de la construction, du milieu HLM ont un interlocuteur? Je pense qu'aujourd'hui, il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas faire et les transports, et le logement, et la question climatique. Enfin, ça n'existe pas. Et par exemple, le transport, c'est d'autres sujets. On a des projets de RER métropolitain qui sont bloqués dans les territoires. On n'a toujours pas d'interlocuteur. Donc déjà, il y a pour moi quand même une profonde incompétence. Et la deuxième chose sur l'humiliation, c'est que moi j'ai l'impression d'un président qui finalement est dans une espèce de jouissance de sa toute-puissance. Là, ça fait un mois que c'est lui qui décide. C'est lui qui décide qui rentre, qui sort, à quel moment on fait les annonces. Donc je pense vraiment qu'il est dans... C'est pas un peu le cas à chaque fois, c'est le président qui décide de la composition du gouvernement. Pas pendant un mois. Il y a eu un peu une crise agricole quand même. Mais ça peut jouer. Normalement, la crise agricole arrive déjà plusieurs jours, semaines après l'annonce de Gabriel Attal. Donc on voit bien qu'après que le président ait pris le temps de se mettre en scène pendant 2 heures, avant même que le Premier ministre ait fait son discours de politique générale. Donc on voit bien qu'on est dans un moment où le président sait central, sait qui peut gérer sa majorité. Et donc en fait, il prend son temps. Mais il prend son temps au détriment de l'avancement des politiques publiques. Et justement, on a une crise agricole avec un gouvernement qui est à moitié au complet. Est-ce que si, comme vous le dites, la majorité est fragilisée aujourd'hui, il y a des conséquences politiques qui doivent être tirées pour vous? Personnellement, moi, si j'avais le chef de mon parti qui parlait d'humiliation, oui, j'en tirerais des conséquences politiques. Lesquelles? Déjà, peut-être... Alors, moi, personnellement, c'est un gouvernement de majorité dans lequel je ne serais jamais rentrée. Mais une fois qu'on y est, il y a plusieurs options. Il y a soit vraiment on claque la porte, puis on dit, écoutez, si vous avez besoin de nous, ça sera au cas par cas. Parce que finalement, les ministres MoDem doivent quitter le gouvernement. Il n'y a pas de logique à ce qu'il reste. Il y a plusieurs options. Il y a soit vraiment, il y a l'option maximale qui est de dire on s'en va, on claque la porte, on va faire comme les LR, on va gérer au cas par cas, finalement ils ont plus de pouvoir que nous, c'est une option. La deuxième option, c'est de dire on reste quand même, mais on va montrer les dents un peu, c'est-à-dire qu'on va arrêter de devoir tout valider parce qu'il y a une solidarité gouvernementale. En fait, s'ils considèrent aujourd'hui qu'ils sont humiliés, que le pacte qu'ils avaient en termes d'équilibre politique n'est pas respecté, s'ils veulent qu'il soit respecté, il faut qu'à un moment ils mettent du poids dans la balance. Et je pense qu'il y a des sujets sur lesquels nous, on peut les aider à mettre du poids, sur les questions démocratiques, sur les questions de la proportionnelle, même sur les questions du logement. Je sais que vous les appelez à travailler avec vous. En fait, c'est une opportunité pour vous. En fait, moi, je leur dis, à un moment, si ça balance à droite, venez faire rééquilibrer. En fait, la question de l'équilibre politique, on a 150 députés de gauche. On n'est pas d'accord, on n'a pas le même projet de société, ils sont rentrés dans une majorité dans laquelle nous, on n'est pas rentrés. Mais il y a des sujets... par exemple, on parlait des collectivités territoriales, les transports au sein des collectivités territoriales, je suis sûre que c'est des choses sur lesquelles on peut trouver un point d'entente pour faire avancer ces projets-là, développer les transports en commun, développer le ferré, le train, en fait. Donc vous dites aux députés MoDem, venez travailler avec nous. Oui.
C'est le message que vous leur passez. En fait, je leur dis, si vous voulez rééquilibrer, venez, on peut pouvoir créer une nouvelle majorité. Oui, alors là, on sera peut-être un peu trop à gauche pour eux, mais libre à eux de changer d'avis. Julien. Autre question majeure pour ce casting final, c'est la présence ou non d'Amélie Oudéa-Castéra. On sent qu'elle est très fragilisée. Semble-t-il que Emmanuel Macron a pris la décision de la cantonner au sport et aux Jeux Olympiques. On parle de Nicole Belloubet pour la remplacer à l'Éducation nationale. Qu'est-ce que ça vous inspire? Elle aurait dû quitter le gouvernement il y a bien longtemps. Je pense que c'est une ministre qui, bien sûr, n'a plus aucune crédibilité sur la question de l'éducation. Mais au-delà de ça, je pense que c'est son éthique qui est mise en cause. Finalement, quand on est pris à mentir pour justifier des choix personnels, ça pose question sur sa pratique de la politique. Donc elle doit même quitter le portefeuille des sports pour vous? Oui. Pas uniquement l'éducation nationale. Mais en fait, moi, je sais pas, mais en fait, il y a une question d'intégrité propre. C'est-à-dire que quand je suis ministre depuis un mois, que finalement j'ai été prise à mentir, qu'on voit que j'ai des pratiques qui vont à l'encontre du portefeuille que je devrais avoir, des valeurs que je devrais incarner, j'en tire la conclusion que je ne suis pas à ma place au sein du gouvernement. Elle aurait dû quitter le gouvernement depuis longtemps. Et sa crédibilité, elle est entachée. Sur le sport aussi. Le nom de Nicole Belloubet, comment vous réagissez? L'ancienne garde des Sceaux. Moi, la question, c'est qu'en fait, c'est pour mettre en place, et je pense que ça sera le cas, la politique annoncée par Gabriel Attal, on sera en désaccord profond. Je pense que c'est une politique qui va creuser sur l'école. Mais oui, mais sur quoi précisément? Par exemple, je prends l'exemple des groupes de niveau. On sait que ça va. On a un Premier ministre qui nous dit l'école, ça doit être finalement l'égalité pour tous. Et en fait, on fait des groupes de niveau dont on sait que ça va creuser les inégalités scolaires. Nous, on a eu une réunion dans mon département pour voir comment ça allait se mettre en place. Maintenant, des groupes de niveau, ils nous disent en fait c'est des groupes pour des élèves fragilisés. Donc il y a des collèges où il n'y aura pas de groupe de niveau, il y a des collèges où il y aura des groupes de niveau. Donc ça veut déjà dire qu'on aura déjà en fait dans la perception des gens 2 niveaux de collège. Puis au sein des collèges, il y a lui dit que les élèves en difficulté, ils ont besoin d'être en plus petits groupes justement pour mieux apprendre et pas être dans des grandes classes. Aujourd'hui, les sciences de l'éducation montrent que ce qui fonctionne, c'est l'émulation collective. C'est aussi l'entraide qu'il peut y avoir entre les élèves. Mais vous avez l'impression que ça fonctionne aujourd'hui quand on voit le niveau des élèves dans les classements? Mais ça ne fonctionne pas parce que ça fait des années qu'on a un gouvernement qui ne parie plus sur l'éducation nationale, qui, à l'inverse, justement, est dans cette logique de concurrence, en fait, entre les élèves, qui les pousse à la concurrence et qui n'a pas, justement, parié sur les questions de donner les moyens aux professeurs d'être dans des groupes, effectivement, des groupes classes plus petits, mais mélangés en termes de niveau. Enfin, on s'est pas appuyé sur la liberté pédagogique des enseignants qui connaissent leurs élèves, on leur donne peu de moyens, on donne moins de moyens aux collèges en difficulté que dans les collèges où il y a des élèves qui vont potentiellement mieux. Donc en fait, oui, on a un souci de répartition des moyens dans l'éducation nationale et de confiance dans les équipes éducatives. Julien, on va parler d'un autre sujet, on va parler de l'hommage national hier aux victimes du Hamas. Et exactement, hommage aux 42 victimes françaises des attaques du 7 octobre. Emmanuel Macron a-t-il eu les bons mots lors de cette cérémonie pour vous? Oui, il a eu un beau discours et c'était une cérémonie extrêmement émouvante. Je pense que c'était un moment important d'hommage, d'unité. C'était un moment solennel. Donc oui, c'était... Et est-ce que vous avez compris la réflexion des députés insoumis qui ont malgré tout, malgré les critiques et les demandes de plusieurs familles de leur non-présence, est-ce que vous avez compris qu'ils soient quand même présents? Oui, c'était un hommage républicain et je pense qu'il était important que l'ensemble des familles politiques représentées soient là, en fait, pour rendre hommage ensemble à ces Français victimes des attaques. Mais les familles ne voulaient pas de leur présence. Alors, oui, il y a des familles qui ont parlé. Enfin, moi, je respecte la voix du deuil. Enfin, je pense que ils sont dans une peine qu'on ne peut pas imaginer. C'est François Ruffin, excusez-moi, François Ruffin qui estimait que les parents qui pleurent leur enfant ont tous les droits. Manière de signifier qu'il faut entendre leur douleur et donc respecter leur demande. Mais bien évidemment, ils ont tous les droits de la manière dont eux souhaitent vivre oui, mais une tragédie qui est la France insoumise. Mais par contre, nous étions dans un moment, et donc c'est pour ça que moi, et vraiment, je respecte cette parole et je l'entends. Mais là, on était dans un hommage national. C'était la nation, avec l'ensemble de ses composantes, qui rendait hommage
à des Français victimes des attentats du 7 octobre. Je pense que ce moment d'unité, il était important. Madame Châtelain, en fait, la question, je vais la poser autrement. Si, imaginons dans un monde hypothétique, des familles vous avaient demandé de ne pas être présents pour une raison X ou Y, vous n'auriez pas voulu vous-même respecter cette demande? Moi, encore une fois, je vous dis, j'entends la demande des familles. La vérité aujourd'hui, c'est que ces demandes-là, elles ont été instrumentalisées, elles ont été politisées par toute une partie des membres du gouvernement, par toute une partie des membres de la majorité, dont l'objectif n'était pas de respecter le souhait des familles, mais qui était finalement de continuer un discours qu'ils ont maintenant depuis plus d'1 an, qui serait que le groupe de la France Insoumise serait finalement hors de l'arc républicain. C'est absolument faux. La France Insoumise est un parti républicain. Nous étions dans un hommage républicain de l'ensemble de la nation, où l'ensemble des députés étaient conviés. Donc oui, ils avaient leur place en tant que représentants de la nation. C'est le gouvernement qui a demandé aux familles de demander à LFI de ne pas venir. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'ils avaient instrumentalisé les propos. Je n'ai absolument pas dit qu'à un moment, ils avaient demandé aux familles. J'ai dit qu'une fois que la parole a été posée, on voit bien qu'il y a des élus politiques, dont la porte-parole du gouvernement, qui ont eu là des paroles qui étaient politiques. On n'est pas sur des personnes qui sont dans la douleur, on est sur des élus politiques, un gouvernement, qui ont fait le choix de faire un hommage national, qui ont fait le choix de convier l'ensemble des forces politiques à cet événement, et qui après disent non mais il y en a une partie qui ne doivent pas venir. En fait ça c'est pas possible. C'est-à-dire que l'Élysée n'a jamais dit que les députés et les filles devaient pas. Mais ils les ont invités. Oui, mais c'est ce que je dis, ils les ont invités et après, on a des membres de la majorité, on a la porte-parole du gouvernement qui dit non mais effectivement, il ferait mieux de ne pas venir. En fait, si on est sur un hommage républicain, si on est un moment solennel de la nation, un moment justement où on se dit que la perte qu'on a eue, elle est tellement grave, elle est tellement forte qu'on doit être dans un moment de rassemblement, eh bien, on est sur un rassemblement de l'ensemble des composantes de la nation. On était dans cette même démarche que dans la marche contre l'antisémitisme, voulue par Yael Braun-Pivet et par Gérard Larcher, qui se voulait aussi un moment de communion de tous les représentants de la nation. LFI a refusé d'y participer. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe ? Alors, c'était un moment extrêmement important et je pense que la question de la lutte contre l'antisémitisme doit absolument nous rassembler, nous unir. Et les mots qu'a eu le président de la République hier sur cet antisémitisme rampant, cet antisémitisme qui tue, étaient extrêmement importants. D'ailleurs, je pense, et je continue à penser, que c'était extrêmement important que toutes les composantes de l'Assemblée soient présentes pour soutenir ces mots-là. Sur la marche, on était sur un moment important, mais on n'était pas sur un hommage national. Après, c'était une marche publique sur lesquelles les personnes étaient libres ou pas de choisir le fait de venir. Mais moi, et en fait, moi, ce qui m'attriste, et je veux quand même le dire, c'est que là, on a parlé beaucoup de qu'est-ce qu'aurait dû faire la France Insoumise. Enfin, et on a peu parlé de l'hommage. On a peu parlé, en fait, des victimes, de la jeunesse de ces victimes. Moi, j'ai été frappée, je le savais. Mais de voir ces images, de voir les photos, ça m'a rappelé à quel point ils étaient jeunes, de voir les familles. Moi, ce que j'ai trouvé extrêmement fort hier, on a eu le départ à la fin des photos et les familles ensuite. Et il y avait ce moment-là où en fait, en vrai, moi je pense qu'on s'est tous reconnus dans leur douleur, on l'a tous vécu en tant que famille. Et justement, je pense qu'on est dans un moment qui est tellement clivé, qui est tellement violent, que parfois on a besoin de se rappeler, non mais la question de la compassion, j'entends, elle est essentielle. Dernière question, sur ce sujet, c'est que l'Élysée a évoqué le projet d'un temps mémoriel pour la mémoire des victimes des bombardements à Gaza. C'est une bonne initiative, il faut le faire, ça aussi. Oui, c'est une initiative importante aujourd'hui. On a des milliers de victimes, on a potentiellement des centaines de victimes qui seront victimes des bombardements ou de la faim. On y a un grand danger. Je pense que ce temps mémoriel, il est important et il doit de la même manière unir tout le monde. On va parler de la crise agricole. Julien, Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, était auditionné hier à l'Assemblée. Oui, il a défendu la mise sur pause du plan Éco-Phyto. Alors, je ne vous demande pas si vous êtes en accord avec cette mise sur pause, parce que je pense connaître déjà la réponse. Il a quand même eu cette réflexion. Il a jugé qu'on ne pouvait pas faire peser sur les agriculteurs français plus d'exigences que sur les voisins européens. Il veut trouver des indicateurs communs pour éviter la surtransposition. C'est pas une bonne initiative, ça ? La première chose, c'est pour nous, dans les demandes des agriculteurs extrêmement fortes, il y avait la question du revenu. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui, ils ne peuvent plus vivre de leur travail. On apporte à ça une réponse qui est la fin de l'interdiction des pesticides.
C'est-à-dire, non mais pas vraiment ça, mais oui, non mais globalement on avait le plan Ecophyto. Non mais je sursimplifie, mais on avait le plan Ecophyto qui vise à baisser de 50% la pratique des pesticides. Donc d'un côté on a des agriculteurs qui disent on n'arrive plus à vivre de notre travail, et de l'autre côté on a un gouvernement qui dit vous inquiétez pas, on va arrêter un plan qui vise à diminuer. Alors il est mis sur pause 3 semaines. Alors, attendez, il n'est pas arrêté. Il y a ça, il y a le fait que vous avez raison. Il y a la question évidemment des revenus, c'est la loi, le respect de la loi Egalim, mais les agriculteurs sur le terrain font tous part de la complexité et surtout le déséquilibre entre les exigences qui leur sont demandées et celles pour leurs voisins. Mais je voudrais quand même finir sur le plan Ecophyto, parce que bien qu'on a dit 3 semaines, moi j'ai eu des échanges avec les membres de la majorité qui m'ont dit de toute façon, on arrête tout ce qu'on... Donc il sera arrêté définitivement. Alors, je ne sais pas si ça se prend Ecophyto, mais les signaux que j'ai, moi, me laissent plutôt penser qu'on a un gouvernement qui va dire s'il n'y a pas... s'ils considèrent qu'il n'y a pas de remplacement au produit, oui, ça sera arrêté. Moi, les signaux que j'ai, c'est plutôt ça. Donc oui, on a une vraie inquiétude sur le fait que ça soit pas 3 semaines d'arrêt sur le plan Ecophyto, mais que ça soit un arrêt, sine-die, un report sine-die où finalement ça s'enterre. Et pourquoi je voulais quand même revenir sur ce sujet-là ? Parce qu'en fait, quand vous dites normes sur transposition, le gouvernement, dans sa bouche, dans la communication qu'il en a fait, c'est les questions environnementales et c'est notamment la question sur la lutte contre les pesticides. Et je voulais faire le lien entre le revenu et la question des pesticides parce qu'en fait, aujourd'hui, on a une expérimentation dans les Deux-Sèvres sur des milliers d'hectares où on a justement appliqué le plan Ecophyto, c'est-à-dire qu'on a réduit de 50% l'utilisation des pesticides. Donc aujourd'hui, on sait ce que ça donne. Eh bien, la vérité, c'est qu'il n'y a pas eu de baisse de rendement. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que quand on baisse de 50% l'utilisation des pesticides, il n'y a pas eu de baisse de rendement. Et la deuxième chose, c'est que comme on achète moins au début de pesticides et que ça a un coût, eh bien en fait, par hectare, c'est 200 € de plus pour les agriculteurs. Ça veut dire que si un agriculteur a 100 hectares de culture, ça lui fait 20 000 € de plus par an. Donc en fait, c'est là où on voit que agriculteurs, c'est qu'ils se trompent visiblement. C'est que non, je dis que le gouvernement se trompe et en fait a pris une décision qui lui paraissait facile, mais qui ne répond en rien à la demande des agriculteurs. La deuxième chose sur la question, mais donc je pense que c'est extrêmement important de rappeler qu'en fait ce plan Ecophyto ne s'oppose pas aux revenus des agriculteurs et même de l'expérimentation qu'on a dans les Deux-Sèvres, c'est l'inverse. La complexité. C'est plus des problèmes d'indicateurs. La deuxième chose, effectivement, il y a cette complexité. Mais aujourd'hui, ne soyons pas dupes, c'est pas là-dessus que le gouvernement appuie. La deuxième chose, c'est effectivement... le gouvernement dit on le met en pause pour retravailler les indicateurs. Exactement, oui. Donc il met quand même en pause la question du plan Ecophyto. Il ne faut pas qu'il y ait de concurrence déloyale. Mais la deuxième chose, c'est sur la question effectivement de la difficulté et de ce qu'on a, de règles qui peuvent paraître absurdes et je pense qu'ils ont raison. Moi, je suis allée dans un barrage en Isère. Ce dont ont parlé les agriculteurs, c'était par exemple le fait qu'ils étaient contrôlés par satellite. C'est-à-dire que pour les aides de la PAC, tous les 3 jours, ils font des photos satellites des parcelles et si la couleur de la parcelle correspond pas à ce qui est planté, on demande aux agriculteurs d'aller prendre une photo et de pouvoir prouver qu'ils ont bien planté. Alors, et par exemple ça, donc c'est pas les écolos qui le demandent, ça n'a rien à voir avec le plan Ecophyto. Par contre, oui, je trouve que ça ne fonctionne pas. Qu'il y ait des contrôles pour tout le monde, bien évidemment, c'est normal. Par contre, là, oui, effectivement, il faut pouvoir demander qu'on contrôle autrement. C'est-à-dire que là, on fait passer une pression. Donc, il y a des discussions. Mais moi, je ne vois pas le rapport entre fait de questionner, et nous, même, on veut re-questionner la PAC parce qu'on pense qu'elle n'est pas distribuée de la bonne manière, mais questionner ça et mettre en pause le plan Ecophyto qui, en fait, emporte des dangers de santé publique majeurs. Julien Gabriel Attal est dans le Pas-de-Calais aujourd'hui. Oui, il est dans ma région, au chevet des sinistrés, et beaucoup surveillent les nuages au-dessus d'eux. Près de 60 millions d'euros ont été débloqués jusqu'à présent pour la reconstruction. Un plan de résilience face aux aléas climatiques aussi est en cours de rédaction. Est-ce que c'est suffisant selon vous ? La première chose, c'est je pense qu'effectivement, c'est absolument nécessaire que l'État soit aux côtés des personnes sinistrées. C'est des inondations à répétition. Moi, j'ai eu des amis qui habitent là-bas. Ils me disent, mais vous vous rendez pas compte, plus c'est l'hiver. Donc, il y a l'inondation, il y a de l'humidité dans les murs, c'est en train de geler, c'est en train de craqueler. Donc oui, il est absolument indispensable que l'État soit là pour faire face et pour protéger face à ces inondations à répétition.
Après, moi, il me manque une chose dans ce que vous avez dit, c'est la lutte obstinée et déterminée contre le réchauffement climatique. Mais ce qu'il va sûrement dire dans son discours ce soir. Non, mais en fait, c'est faux. C'est-à-dire qu'en fait, le président l'a déjà dit. Il a dit, il n'y aura rien de nouveau. Le Premier ministre l'a redit dans son discours de politique générale. Ils nous disent, il n'y aura rien de nouveau. Donc en fait, on a un problème. Il dit, on a agi, on a baissé de 5% les émissions de gaz à effet de serre l'année dernière. Oui, mais alors, c'est typiquement cet exemple, mais qu'on a eu un débat, il est en fait, comment dire, il est biaisé. C'est-à-dire que quand on regarde la décision du Conseil d'État, le Conseil d'État dit effectivement que les mesures structurelles pour lutter contre le réchauffement climatique ne sont pas suffisantes. Et que oui, il y a eu une baisse des émissions, mais qu'elle est due à des critères conjoncturels, c'est-à-dire deux choses, le fait que les prix étaient élevés et le fait que l'hiver était doux. Ça veut donc dire que cette baisse, elle n'est pas due à la politique d'Emmanuel Macron. Et donc finalement, l'entendre dire un satisfecit sur les questions climatiques alors que leur politique est insuffisante, c'est pas possible. Donc moi, je pense que oui, il faut être aux côtés des victimes des inondations, mais en fait on ne peut pas juste leur dire vous inquiétez pas, on va faire un plan de résilience et puis on sera là dans 3 ans si ça recommence. On doit leur dire on met tout en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique et diminuer en fait les risques de répétition d'intempéries. Oui, mais ça c'est plus sur des dizaines et des dizaines d'années. On le sait, le changement climatique, c'est surtout qu'il faut un plan de financement aussi, parce que ça nécessite des transformations vraiment radicales, même du cadre de vie. Mais alors, oui, il faut un plan de financement. Il y a eu des rapports qui montrent que les besoins financiers sont importants d'ici à 2030. En tout, sur des financements publics et privés, on est à plus de 60 milliards supplémentaires par an. Donc c'est des sommes qui sont colossales. La bonne nouvelle, c'est que cet argent, il est là et il existe. Par contre, ça veut dire mettre à contribution ceux qui, aujourd'hui, sont les premiers profiteurs de la crise climatique. Je prends un exemple, Total. Total, hier, a annoncé plus de 20 milliards de recettes, de bénéfices. 19,8. Voilà, c'est ça, 19,8, près de 20 milliards, globalement. En fait, Total, c'est une machine à cash sur le pétrole et sur notre capacité à vivre demain. Il faut aujourd'hui qu'on arrête cette machine à cash. C'est-à-dire qu'il faut prendre cet argent, le remettre au pot commun pour permettre la sortie des fossiles. Les fossiles, c'est 90% des émissions de CO2. Donc aujourd'hui, on a une entreprise qui fait des profits sur notre capacité à vivre demain. Et on ne les met pas à contribution. En fait, c'est pas acceptable. Donc cet argent est là, sauf qu'aujourd'hui, il va dans la poche des actionnaires qui en fait parient sur la vie des personnes qui aujourd'hui sont en train d'avoir leur maison sur Total, puisque vous en parlez, parce qu'il y a une commission d'enquête qui a été mise en place ici par les sénateurs écologistes, par vos collègues sur Total, et Patrick Pouyanné, le PDG de Total, il se dit choqué qu'on utilise les moyens de l'État pour faire une enquête sur la stratégie d'une entreprise privée. Qu'en dites-vous ? Je dis que quand cette entreprise, finalement, bénéficie d'un soutien de l'État, on a bénéficié pour se développer, continue à en bénéficier parce qu'on sait que Total fait partie des entreprises qui font partie de la diplomatie économique française. Quand cette entreprise met en danger notre capacité de vivre sur Terre, oui, c'est normal et c'est le rôle des élus de faire une enquête sur leurs pratiques. Termine par de la politique, Julien. Oui, européenne ? Allez. Bon, Marie Toussaint, votre candidate, je suis bien désolé de vous le rappeler, mais ne décolle pas vraiment dans les sondages à l'heure actuelle. Est-ce que c'est un problème de candidate ou de stratégie ? Alors moi déjà, je veux lui redire toute ma confiance. Je pense que c'est une eurodéputée qui a fait un travail fantastique. On est encore très loin des élections et je suis persuadée qu'elle décollera. Et donc non, ce n'est pas un problème. C'est un peu la méthode candidat. Oui, non, mais en fait, qu'est-ce que je moi, vous me demandez. Je pense que ce n'est pas un problème de candidate. Je pense que Marie Toussaint, de par son parcours, elle incarne à la fois un engagement total sur les questions environnementales et un engagement extrêmement fort sur les questions de lutte contre la pauvreté et de lutte contre les inégalités. Et je pense que c'est ce dont on a besoin. Donc aujourd'hui, on est en début de campagne. On a une vague réactionnaire sur toute l'Europe. On a une attaque contre les écologistes, pas seulement en France, mais partout en Europe. Donc on savait que la campagne ne serait pas facile. Et moi, je suis extrêmement fière d'avoir une jeune femme qui est là, qui est déterminée, qui commence à faire campagne, qui est sur le terrain. Et donc je pense que là, aujourd'hui, on pose les bases d'une campagne qui va se déployer dans les mois qui viennent. Un dernier mot, Julien. Oui, Adrien Quatennens, hier, qui faisait son grand retour sur les plateaux de télé, le député LFI a regretté les ambitions personnelles et politiciennes qui empêchent une liste commune aux européennes. Ça vous fait sourire ? Oui. Pourquoi ? Je pense que je n'ai pas de leçon de morale à recevoir d'Adrien Quatennens. Voilà. Ça me permettait de vous poser la question. Vous avez été choqué par ce retour médiatique ?
C'est un retour bien organisé de communicants. Voilà, moi, j'espère qu'il est sincère, j'espère qu'il a compris. Le fait que ça soit tardif me met quelques doutes. Merci Cyrielle Chatelain. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.